bienvenue au comptoir de l'e-commerce, le podcast où les entrepreneurs et créateurs racontent leur parcours. Dans ce podcast, ils partagent avec vous leurs expériences, succès, difficultés et l'histoire de leur marque pour vous inspirer dans votre propre aventure de vente en ligne. Aujourd'hui, je reçois Kevin Gougeon qui a fondé Ngo avec Rollin Collin en 2017. Ngo est une marque nantaise de basket éthique engagée dans une démarche de commerce équitable. La marque valorise le savoir-faire artisanal vietnamien en collaborant avec des collaboratives locales pour la production de ses chaussures. Ngo se distingue par son engagement social et environnemental, reversant une partie de ses bénéfices à la construction d'écoles au Vietnam et intégrant des matériaux recyclés dans ses produits. Avant de passer à l'interview, si vous êtes un dirigeant d'e-commerce en pleine croissance, il se peut que vous laissiez des ventes sur la table car votre site n'est pas encore parfaitement optimisé. Si vous souhaitez savoir comment je peux vous aider à convertir plus de visiteurs en acheteurs, je vous invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous en description. Kevin, bonjour et bienvenue. Avant de Bonjour. parler de ta marque Ngo, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Ouais, bien sûr. Donc j'ai cofondé Ngo en 2017, du coup, avec mon ami d'enfance Ronan. Avant ça, on était, lui comme moi, pas forcément destiné à créer une boîte, puisqu'on n'a pas des familles du tout d'entrepreneurs. On n'a pas fait d'école de commerce non plus. Et pendant nos études, on n'a jamais pensé, imaginé créer une boîte. Mais à un moment donné, on a eu un déclic. Ce déclic, on l'a eu à peu près à 25 ans. Et pour ma part, le déclic, il est né de l'envie de faire sens dans ma vie, vraiment d'une quête de sens. Donc moi, mon parcours, c'est je travaille en cabinet d'expertise comptable. Donc j'ai fait un IUT et un IAE à Nantes, donc profil plutôt économie, gestion. Je me retrouve en cabinet d'expertise comptable plutôt pour accompagner les dirigeants, c'est-à-dire que le monde de l'entreprise, des créateurs, des repreneurs d'entreprise, ça me plaisait quand même, mais plutôt sous la forme de conseils. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que très vite, j'attendais les vacances pour voyager dans le monde, pour m'évader, pour vivre une aventure, vivre quelque chose. Et je me suis dit qu'à 25 ans, ça allait être long si c'était vraiment ça, mes moments d'évasion, parce qu'on ne peut pas le faire, en tout cas quand on a un travail assez classique, on ne peut pas le faire beaucoup de semaines dans l'année. Et donc je me suis dit, après un dernier voyage au Mexique, pourquoi ne pas lier les deux? Pourquoi en fait mon boulot ne deviendrait pas un voyage, une aventure? C'est un peu, euh, c'est un peu comme ça que c'est né, avec l'envie de travailler autour de choses que j'ai découvert en Amérique latine, c'est le savoir-faire artisanal. Moi, je suis très mauvais de mes mains et je pense que c'est la raison pour laquelle ça m'a fasciné. Et j'adorais aller dans les villages d'artisans, découvrir tout un tas de choses. Alors, je sais aussi maintenant avec le recul qu'il y a des fois, c'était pas vraiment de l'artisanat, mais que je me suis sûrement fait avoir, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et donc, je suis revenu avec cette idée. Au début, on parlait pas de chaussures, on parlait vraiment. Moi, c'était créer un lien multiculturel, travailler avec qui est un univers voyage, avec de l'artisanat et du commerce équitable. Et voilà, et mettre dès le début un cercle vertueux qui fasse que je trouve du sens dans mon projet. Donc, aujourd'hui, on parle de RSE. À l'époque, moi, je parlais pas forcément de RSE, c'était juste mes valeurs et je voulais que ce soit au cœur du projet. Mhm. Euh, et voilà. Et par contre, je me voyais pas faire ça tout seul. Et donc, en rentrant, j'en ai très vite parlé à Ronan, Mhm. qui lui, pour le coup, il a fait un master gestion de projet option humanitaire. Il était parti au Vietnam pour travailler pour une ONG. Mhm. Et du coup, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, bah, moi, j'ai terminé mon projet au Vietnam. J'adore ce pays, je parle la langue, je veux y retourner. Il y a Oh. plein de savoir-faire et de minorités ethniques là-bas. Et Mhm. donc, j'y retourne et on crée tout entre la France et le Vietnam. Wow. Donc c'est parti de ton envie de voyage, d'explorer le monde, en fait. Ouais. Et puis du fait que le cofondeur de Ngo, ils connaissent très bien le Vietnam. Quand est-ce que tu es allé au Vietnam pour la première fois? Et ben, quand je lui parle de ça, c'est début 2016. Et moi, j'y vais la première fois euh, dès l'été 2016, il me Ok, semble. ok. Dès l'été 2016, j'y vais. Et après, j'y vais.
En fait, au début, moi, j'avais gardé mon boulot parce que je voulais partir avec une rupture co et on me l'a pas donné tout de suite, donc j'ai dû attendre un peu et au Hmm. final, d'ailleurs, ça s'est très bien fait comme ça, hein. Donc, du coup, je profitais de mes congés d'été pour aller au Vietnam. Donc, les 2 premières années, le temps du lancement, de la création, j'avais fait ça. Hmm. Et j'avais l'habitude jusqu'au Covid, parce qu'après le Covid, Ouais. le pays a totalement fermé, jusqu'au Covid, d'y aller une fois par an. Et tu parles vietnamien du coup? Non, 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 pas du tout. Ronan, oui, moi Ok. non. Donc, Ronan, d'ailleurs, vit toujours, lui, à Ho Chi Minh, au Ok. Vietnam. Ok. Donc, quand je vais avec lui, il fait le traducteur, quoi. Ok. Et donc, t'as parlé de ton amour pour l'artisanat local. Euh, Qu'est-ce qui, dans l'artisanat local vietnamien, est spécifique par rapport à vos produits, à vos chaussures? Qu'est-ce qui rend le travail artisanal vietnamien si spécifique pour les produits que vous créez? Et bah, alors si déjà là forcément j'ai parlé de chaussures. Alors déjà pourquoi on a fait de la chaussure? Ouais. Parce qu'au final on aurait pu faire autre chose avec l'artisanat. Déjà l'artisanat, il faut s'imaginer, c'est des vieux métiers à tisser en bois Hmm. euh, où on sort des tissus qui font à peu près 60 centimètres de large et en fait c'est des fils qui s'entrecroisent et on peut faire tout un tas de motifs et de couleurs. Hmm. Euh, Ça, à la base, les artisans le faisaient plutôt pour créer des accessoires, des porte-monnaies, des choses comme ça qu'elles revendaient aux touristes. Hmm. Évidemment, jamais à mettre sur une chaussure. Nous, on avait imaginé d'autres façons de le faire, mais on a été vers la chaussure parce qu'on était tous les deux fans de sneakers déjà. D'accord. Et puis, et on voulait encore une fois faire un projet passion. Et puis, il y a un gros savoir-faire au Vietnam dans la basket. C'est le plus grand pays pour faire de la basket. Nike, Adidas, toutes les grandes marques sont Hmm. là-bas. Hmm. Et mine de rien, on s'est rendu compte aussi, et on y reviendra tout à l'heure, que la chaussure, c'est très, très, très technique. Donc, typiquement aujourd'hui en France, on a perdu cette technicité, on n'a plus certaines machines, donc on peut faire des chaussures, mais on ne peut pas faire toutes les chaussures. Hmm. Au Vietnam, ils sont capables de faire toutes les chaussures, et notamment les chaussures, vraiment les baskets qui sont à la mode actuellement. Hmm. Donc on s'est appuyé sur ce savoir-faire en se disant, bah, on va créer une chaussure équitable, solidaire et éco-responsable. Donc équitable avec les artisanes, mais aussi avec tous nos autres fournisseurs avec qui on travaille en direct. Solidaire parce qu'on aide à construire des écoles au Vietnam en reversant 2% de notre chiffre d'affaires. Et on en a construit 7 depuis le début du projet. Waouh. Et éco-responsable parce que bah, malgré qu'on soit au Vietnam, et ça peut paraître paradoxal, eh bien, à la base, il y a un bilan carbone où on mesure notre impact, on l'affiche sur le site, on cherche à le diminuer avec des matières recyclées, biosourcées, en utilisant le conteneur maritime plutôt que l'aérien, en cherchant à augmenter la durabilité de la chaussure, à réparer et recycler la chaussure en fin de vie. Enfin, voilà, c'est tout le process de création et de durée de vie de la chaussure qui compte. Hmm. Euh, Maintenant, si je reviens à ta question, nous, si tu veux, le savoir-faire vietnamien, quelque part, il y a des gens d'ailleurs qui, comme moi, ont été en Amérique latine, qui disent, ah, on dirait des motifs d'Amérique latine, ça reste des motifs ethniques, Hmm. ou si c'est d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique, globalement, il y a des points de ressemblance. Par Hmm. contre, c'est là où c'était novateur, c'est que quasi aucune marque ne l'avait fait sur la chaussure. Hmm. Je dis quasi parce qu'à l'époque, quand on s'est créé, il y avait Pérus qui le faisait au Pérou. Hmm. Ils n'existent plus depuis, mais ils s'étaient lancés à peu près en même temps que nous. Et donc, on reste, il faut savoir que malgré toutes ces valeurs-là que j'ai citées, on reste dans la mode. Et donc, si on reste dans la mode, on reste à acheter un produit. Donc, il faut que le produit nous plaise. Et nous, on se différencie par le produit. C'est comme ça qu'on se distingue, qu'on se différencie. Et donc, en fait, cette bande de tissu ethnique qu'on retrouve sur toutes nos chaussures, euh, elle fait notre originalité, elle fait notre ADN de marque. C'est nos valeurs, mais aussi c'est notre différenciation produit, quoi. C'est Hmm. comme ça que on les reconnaît dans la rue. Et alors oui, c'est clivant, mais au moins on se différencie des autres marques. Et nous, faire une basket toute blanche, quand on n'a pas le budget marketing d'un Nike, Hmm. clairement, il faut se distinguer, se différencier autrement, sinon on n'existe pas. Ouais. En tout cas, ils sont magnifiques, ils sont vraiment magnifiques ces sneakers. Et quels ont été les premiers
défi que tu as eu en fait que vous avez eu, quand vous vous êtes dit on va faire des sneakers, on va utiliser on va se baser sur l'artisanat local vietnamien pour personnaliser ces sneakers. Quels ont été quand vous êtes passé concrètement à la réalisation du projet, quels ont été les premiers défis que vous avez eus? Est-ce que Alors, le principal défi, ça a été de trouver les fournisseurs. ouais. Puisque, alors déjà, on vient pas de ce milieu-là, donc déjà, il a fallu apprendre à, à designer et créer une chaussure. Donc, même avant de trouver les fournisseurs, c'était même ça le premier défi, puisque bah, Hmm. on avait 25 ans, pas beaucoup de budget et pas les budgets de se payer un designer. Donc, au début, on a tout fait tout seul. Wow. Le design, la création, on a tout fait. Alors, on a adoré le faire. On s'est aussi bien sûr fait accompagner, mais plutôt de personnes bénévolement, donc soit des amis, soit, et d'ailleurs en tout un tas de domaines, hein, le e-commerce justement, la com, etc. Enfin voilà, on s'est appuyé sur des amis qui travaillaient dans tel et tel domaine, et on s'est appuyé aussi sur les fournisseurs une fois qu'on les avait trouvés, Hmm. euh, parce qu'ils aimaient ce qu'on faisait pour le Vietnam, pour les artisanes, pour montrer autre chose du Made in Vietnam, pour la construction d'écoles. Et donc, ils nous ont aidés à ce niveau-là. Et ils nous ont aussi permis de rentrer chez eux, où là, c'était pas gagné. Et quand je disais c'était dur de trouver des fournisseurs, c'est que le Vietnam est plutôt fait, calibré pour de la grande série. Hmm. Et nous, au début, on n'avait évidemment pas les moyens de faire des grandes séries. Ouais. Donc, la première prod qu'on envoie, je crois que c'est 1000 paires. Hmm. 1000 paires pour eux, normalement, ils acceptent même pas Ouais. plusieurs modèles en plus. 1000 paires, normalement, c'est minimum pour une couleur, quoi. Ouais. Donc ça a été dur de trouver les fournisseurs parce que beaucoup nous disaient bah non parce que il n'y avait pas l'appât du gain et le côté économique qui les intéressait. Et au final, on a réussi à trouver un fournisseur avec qui on est toujours aujourd'hui. Donc on a cette relation de long terme. Voilà, c'est en 2017, 8 ans après, on est toujours avec lui aujourd'hui. Et il nous a aidé au début à, à faire le patronage, à faire l'échantillonnage de la chaussure. Alors évidemment, aujourd'hui, maintenant, on sait faire. On a une personne en interne, on a des designers, enfin, on a un designer en freelance. Mais au début, ouais, ça a été à la fois ce qui était grisant de faire soi-même et tout, Hmm. et en même temps difficile parce qu'on s'est rendu compte de la technicité d'une chaussure. Hmm. Donc j'imagine que le fournisseur que vous avez trouvé, c'est un fournisseur qui est vraiment intéressé par le côté euh, le responsable de votre projet, quoi. Ouais, 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 il a été touché par ce qu'on faisait pour le Vietnam, alors que Ouais. c'était pas notre pays, hein. Ronan, il est français, hein. Il vit au Vietnam, il est français, et il a été touché par ce qu'on faisait pour le Vietnam, et du coup, c'est ce qui a joué. Et je pense que c'est ce qui joue aussi dans les relations d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait évidemment plus de volume, mais on reste encore le plus petit des clients de tous nos fournisseurs. Parce qu'à côté, c'est plutôt des grandes marques. Ouais. Et, On imagine les noms. alors, il y a pas Nike, Adidas, etc. Parce que eux, ils ont leur propre usine. D'accord. En fait, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est pas leurs salariés, Hmm. c'est une usine indépendante, mais Hmm. qui travaille à 100% pour une marque. D'accord. Donc, c'est un peu bizarre le système, et c'est des usines qui sont totalement fermées. Ouais. C'est très dur d'y rentrer. Enfin, ouais, il y a un peu un secret, voilà. Mais pour autant, même au début, là où on a aussi fait un bon deal avec notre fournisseur, c'est que lui, il travaillait pour des marques que pour le marché vietnamien. Hmm. Et donc, c'est pas des marques qu'on connaît ici, mais pour autant, c'est des marques qui faisaient des gros volumes au Vietnam et ils l'exportaient pas. Et nous, on a été Hmm. sa première marque à l'export. Donc, on l'a aussi aidé là-dessus parce qu'il y a quand même de la documentation, un Ouais. formalisme, des choses à respecter. Donc, on a eu ce deal où on l'a aidé quand même à se lancer à l'export. Euh, et puis, lui est toujours resté fidèle à notre marque malgré les volumes. Et d'ailleurs, je parle de lui, mais il y a aussi tous les fournisseurs de matières premières, puisque notre volonté, c'est d'être présent sur place Hmm. pour travailler en direct avec nos fournisseurs, pour être dans du commerce équitable et avoir de la transparence de leur part. Hmm. Donc ça demande du taf, évidemment, une nécessité d'être présent sur place, mais, euh, mais au moins on garde aussi une vraie relation avec eux. En Ouais. fait, c'est ça qui fait que malgré les volumes, bah, on travaille encore avec eux 8 ans après, quoi. Hmm. Et
Et donc aujourd'hui, vous vendez principalement en France ou vous vendez, est-ce que vous vendez au Vietnam? Non, vous vendez. Alors, on vend, notre marché principal, c'est la France. Mhm. On vend, il faut savoir déjà qu'on vend en digital et en magasin, en Mhm. B2B, Ok, et aussi aux entreprises, au CSE. Voilà, on a toute une activité B2B en magasin entreprise et une activité digitale où le marché français reste le prioritaire, mais où en numéro 2 arrive l'Allemagne, ok, puisqu'on a eu pendant 5 ans un distributeur et que depuis 2024, on a repris le marché en direct. Donc en réalité, on a 2 sites internet. On a un d'accord. site pour l'Allemagne, .de, et un site pour la France et le reste du monde, un .com. Ok. Alors, PrestaShop et Shopify. Pour Un Presta pour l'Allemagne du coup, c'est ça? un Presta pour la France et un Shopify pour l'Allemagne. Alors, c'était pas un choix, c'est-à-dire que nous, on s'est lancé sur PrestaShop au tout début, on a toujours été sur Presta. Mhm. Et notre distributeur, lui, avait fait le choix du Shopify. Et à la fin du contrat, bah, on a récupéré son site, donc un Shopify. D'accord. Mais forcément, là, on est en train de voir comment n'avoir qu'un seul et même site et quel CMS on utilisera, quoi. Mhm, mhm, mhm. Et donc voilà, le numéro 2 des marchés, c'est l'Allemagne. Et en effet, le numéro 3 c'est le Vietnam. Où là, on pourrait le développer davantage. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de société au Vietnam. On a une Mhm. société française, on a des sous-traitants, des fournisseurs au Vietnam, mais du coup, en réalité, on ne peut pas vendre de nous-mêmes au Vietnam. On est obligé de passer par une société tierce Mhm. installée au Vietnam qui, elle, va prendre une commission au passage pour pouvoir vendre les produits au Vietnam en les laissant au Vietnam. En fait, sinon, étant une société française, pour vendre au Vietnam, on serait obligé de importer puis exporter. D'accord. Donc vous allez Et c'est un payer non-sens deux fois comme les droits de des douane. tarifs Ouais, douaniers, on va dire, comme exactement, c'est on serait obligé de d'actualité. payer 2 fois les droits de douane. Ouais. Mais la loi, elle est comme ça. Et donc, il faudrait avoir une entité au Vietnam pour pouvoir laisser le produit au Vietnam et le vendre, Mhm. sauf à passer par une société tierce, ce qu'on fait. Donc, ça casse un peu la marge et ça Mhm. rajoute des freins à notre développement. Parce que c'est possible Mais pour des étrangers d'avoir une entreprise au Vietnam ou c'est pas. oui, c'est possible. Alors, c'est pas simple. Ouais. Il faut bien se faire accompagner par des avocats qui s'y connaissent en droit vietnamien. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il faut quand même un prête-nom vietnamien. En tout cas, il faut un Vietnamien à un moment donné dans l'entreprise. Tu peux pas juste, en tant qu'étranger, il me semble, créer une boîte vietnamienne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour l'instant, on l'a pas fait, c'est que c'est complexe et coûteux. Mhm. Mais si on compte, là, on voit de plus en plus un potentiel. On fait l'école avec des marques, avec des magasins. Enfin, ça commence à vraiment bien se lancer au Vietnam. Donc, si ça va dans ce sens-là, pourquoi pas créer une boîte là-bas. Ouais. Ouais, et vous envisagez d'aller dans d'autres pays peut-être ou pour le moment vous Alors, vous on l'a concentrez? envisagé quand l'Allemagne, ça s'est très bien passé avec le distributeur au début. On s'est dit, bon, bah, on go, on va à fond sur l'export. On a trouvé un distributeur via Team France Export en Australie et au Chili. Donc, on était à lancer à fond sur la distribution export. Sauf qu'après, en fait, pour passer un cap, ça demande énormément de temps et de Hmm. budget. Ce qu'on n'avait pas, hein, pour donner un peu de chiffres, on est une boîte d'environ 10 personnes, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était trop gros pour nous. Hmm. Et on s'est rendu compte, voilà, moi, du coup, dans ma stratégie, j'ai dit on arrête tout ça, on se recentre et on se recentre sur la France et l'Allemagne. Par contre, on fait l'Allemagne à fond avec une strate e-commerce comme et market à 360 comme on peut le faire en France. Hmm. Mais du coup, on arrête les autres distributions. On a aussi quelques revendeurs dans d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique, mais c'est juste des magasins qu'on a rencontrés sur les salons. Maintenant, la strat, elle est France plus Allemagne uniquement. Et quand on aura bien développé ces pays-là, on verra pour un prochain pays. Et je pense que ce sera la Belgique et ou les Pays-Bas. Hmm. Et comment ça se passe au niveau des retours avec les chaussures? Parce que je sais que pour l'Allemagne, il y a pas mal de retours. Oui. Euh, Est-ce que toi, ça t'impacte ou ça t'impacte pas? Parce que pour les chaussures, peut-être il y a moins de retours. Alors, en effet, alors, dans les chaussures, globalement, il y a beaucoup de retours, puisqu'il y a une question de pointure, c'est jamais simple. Donc, on est quand même un secteur où il y a beaucoup de retours. Alors, nous, ça va, on arrive à être entre 10 et 15% de taux de retour, donc ce qui est dans la chaussure un bon taux. Euh, donc, globalement, déjà, voilà, la chaussure, il y a ça. L'Allemagne, en effet, tu as raison, c'est un pays qui
achètent beaucoup en ligne, mais en mode Hmm. j'achète, je teste, je fais chez moi et je retourne, et puis voilà. Allez. Donc, on a un taux de retour plus important de base sur l'Allemagne. Et du coup, évidemment que ça nous affecte, Hmm. puisque c'est des frais logistiques, et que pour le moment, on gère tout depuis notre stock à côté de Nantes, Hmm. y compris pour l'Allemagne. Alors, je suis en train de voir pour délocaliser une partie du stock en Allemagne, ou Hmm. plus proche de l'Allemagne. Mais évidemment que ça nous impacte. Après, la façon dont on a quand même limité les choses, c'est que, alors oui, les gens sont habitués à la politique d'Amazon, mais nous, en fait, on n'est pas Amazon, Hmm. et on ne peut pas se permettre d'avoir un déficit de plusieurs millions, milliards, je ne sais plus, mais Ouais. donc il nous faut de la Je, rentabilité. je crois que, je Et crois que, mais je crois que maintenant ils sont un petit peu, enfin ils commencent à être positifs, enfin depuis quelques, depuis ah oui, quelques temps. ok. Mais c'est vrai que pendant très longtemps ils avaient un déficit structurel, et c'est assez fou quoi. Bah, en même temps, vu les frais logistiques, enfin, c'est de plus en plus cher en plus, les frais d'expé, etc. Donc, évidemment, donc nous, la façon dont on a fait les choses, c'est de dire, bah, si vous voulez faire un échange de pointure, on ne veut pas perdre le client, donc ça, on offre le retour et Hmm. la réexpédition du produit. Ça, c'est à notre charge. Ouais, Si par contre la personne veut se faire rembourser, eh ben, les frais de retour sont à sa charge. ouais, Et ça, on passe l'info dès le début, ouais. de dire ben, on fait une retenue de 9 euros sur le produit. Pourquoi? Parce que ça limite le côté, et qu'on a connu avant qu'on fasse ça, hein, et l'Allemagne, ils sont très friands de ça, de dire je prends le 42, le 43, Ouais, j'essaye chez moi et je retourne. Donc ouais, c'est-à-dire que tu sais déjà que tu vas à la fois bah, faire coûter à la marque un retour, ouais. et dans notre logique de bilan carbone, bah, c'est aussi extrêmement générateur de carbone. Il faut savoir que nous, faire venir en conteneur maritime, on nous parle beaucoup du transport entre le Vietnam et la France, Hmm. 5% de notre impact. Euh, pour toutes nos livraisons, donc par exemple un Colissimo qui part de notre stock à Nantes et qui va livrer un client en B2C, tous ces livraisons-là, c'est 12% de notre impact. Donc en fait, on génère plus de carbone à livrer nos clients et à retourner les chaussures Ouais, que les faire venir du Vietnam. ouais. Donc ça, je ne sais pas si tout le monde en a forcément conscience, mais du coup, quand on fait ce genre de choses, bah, ça a un impact qui aurait pu être évité. C'est-à-dire que Hmm. oui, on veut les choses tout de suite, mais soyons un peu patients. Commandons le 42, il va pas, et ben on rééchange, et nous, allez, une semaine après, la personne elle a le 43, quoi. Et tu as vu, quand tu as, quand tu décidé de mettre en place cette politique, est-ce que tu as vu un drop de retour ou quand tu leur as On dit. a, Ouais, sur la France, ce qu'on non, avait fait ouais, d'abord sur la France, on a vu un impact, ouais. ouais, C'est-à-dire que les commandes, quand tu vois une commande sur de la chaussure, alors que tu vends que de la chaussure à des paniers à 300, 400 euros, ouais, bon, tu te doutes que tu vas voir la commande. En fait, en effet, sur la même paire, tu as deux pointures, ou sur la même pointure, tu as deux ou trois coloris. ouais, Parce que les gens... Et du coup, ça a limité cet impact-là. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup moins de grosses commandes comme ça, et du coup, de gros retours aussi. hmm, Donc, ça nous a permis d'être plus rentable, tout simplement. hmm. Et l'Allemagne, là, on est en train de voir comment l'afficher plus clairement, parce que l'impact n'est pas le même. C'est-à-dire que malgré Malgré les ça, 9 euros ouais, malgré de retour pour remboursement, et ben malgré ça, il y a quand même des gros paniers d'achat avec ce genre de phénomène où je commande plusieurs pointures ou plusieurs couleurs. Donc là, on va voir comment, peut-être que c'est pas assez visible. En fait, les Allemands sont tellement pas habitués à ça hmm, que ça se trouve, ils se posent même pas la question. Pour eux, c'est une évidence. Et donc, en plus, ça risque de créer un élément de déception ou de frustration au moment du remboursement pour eux. Donc là, sur le site allemand, on voit pour le faire afficher. ouais, il faut que ce soit très clair Ouais, c'est ça, au moment de très clair. l'achat. Ouais, 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 Exactement. C'est zéro doute là-dessus, ouais. et ça évitera ce genre de phénomène. Est-ce que tu crois que ça peut pas être une bonne stratégie de détecter en amont ce genre de commande et puis contacter la personne, leur dire bon, Bah, le problème, c'est que ça, ça va très vite, en fait. C'est que ouais, nous, la commande, elle passe sur le Shopify ou le PrestaShop. Automatiquement, ça va sur le logiciel ERP qui est en lien avec notre logisticien. hmm, Si la commande a été passée le week-end, en fait, le lundi matin, elle est déjà en préparation. Si c'est le soir, le lendemain matin, elle est déjà en préparation. Donc, en fait, faudrait être au taquet pour bloquer la commande pour pas que ça parte en prépa. hmm, Contacter le client. Les clients, en fait, sont pas toujours très réactifs sur leur mail ou autre.
Et donc, en fait, si on n'a pas de retour, c'est un client qui, ça se trouve, voulait avoir sa paire 48 heures après et il ne l'aura pas 48 heures après. Donc, en fait, tant pis, une fois que c'est fait, on s'en rend compte, mais on laisse le client a fait la commande, on livre la commande et après, on applique notre politique de retour. Mais on veut plutôt le faire en amont et informer, être sûr que le client ait l'info avant de passer la commande. Parce que ouais, aujourd'hui, les chaussures, elles sont livrées en 48 heures, c'est ça? Ouais, globalement, alors ça dépend où, mais en gros, là, si par exemple vous passez sur le site aujourd'hui à 10 heures, Hmm, à 10 heures, c'est encore possible que la paire soit préparée et expédiée dans la journée, et ça veut dire que ça peut être livré le lendemain. hmm. Donc ça peut être du 24 heures. Si elle est préparée le lendemain, ça arrive 48 heures après. Donc ouais, aujourd'hui, on va dire, pour prendre large, on est entre 24 et 72 heures de livraison. Ouais. Mhm. Mais qui est un peu la base dans une livraison aujourd'hui, et en même temps qui n'est pas si difficile que ça à partir du moment où tu as un centre logistique qui est réactif Ouais. et tu travailles avec des expéditeurs assez classiques, Colissimo, Chronopost, DPD et compagnie. C'est à peu près les délais normaux. Après, on prend un peu plus de marge. On travaille avec Mondial Relais, avec Ouais, ça prend un peu plus de temps, ça, je crois. ouais, c'est ça. C'est que généralement, c'est des offres moins chères, mais qui prennent un tout petit peu plus de temps. Donc là, on indique, je crois, sur le site plutôt 3-4 jours, entre 3 et 5 jours, je crois, de livraison. T'as jamais trop de pertes dans les livraisons, ce genre de choses? Oui, si, si, ça arrive toujours. Ouais, Il y a toujours, encore plus la période de Noël. Là, c'est ouais. le pic d'activité pour les transporteurs. Du coup, tu as des vols, tu as des pertes, tu as des. Enfin, voilà, donc ça, c'est des choses qui arrivent. Ça fait heureusement, ça reste une minorité, hein, mais ça arrive et ça arrive forcément avec plus pour certains transporteurs que d'autres. Hmm, ouais, Donc après, tu fais le choix aussi en fonction du coût que ça représente et ce que ça vaut le coup ou pas ouais. en fonction du. J'ai quelques noms en tête, mais Ouais, on va pas les dire. ouais, ouais, Euh, on les connaît. t'as parlé de transport maritime. Tu fais venir des cargaisons tous les combien de temps à peu près? T'as besoin de faire ça Alors, plusieurs fois par mois ou? non, non, non. En fait, nous, un conteneur, un grand conteneur donc de 40 pieds, on arrive à mettre dedans à peu près, on peut aller jusqu'à 7-8 000 paires de chaussures, 7 000, 8 000. Ok. Et l'intérêt d'un conteneur, c'est qu'il soit blindé. C'est-à-dire que plus tu remplis le conteneur, Ouais, moins ça te coûte à la paire. ouais, ouais. Donc, on a tout intérêt à globaliser nos productions, quitte à stocker. Donc, nous, on fait venir 2 conteneurs par an, un Hmm, par saison, un automne-hiver, un hmm, printemps-été, et hmm. on a que 2 lancements par saison, D'accord. des modèles automne-hiver et des modèles printemps-été. Et donc, quand on reçoit le stock, on livre nos magasins qui ont commandé généralement sur les salons 6 mois avant, Hmm, et on a notre stock pour le site internet pour la saison, mais pas que, puisque nous, on ne veut pas faire des produits que saisonniers. Donc, on cherche à lancer des collections permanentes avec des coloris qui vont être saisonniers ou pas, mais en tout cas de faire en sorte que le produit ne soit pas désuet la saison d'après ou l'année d'après. Donc, ça nous permet de lisser un peu plus nos stocks. Donc voilà, 2 conteneurs par an. À l'époque, on travaillait avec notre distributeur au Chili, ou en Australie et aussi en Allemagne. Là, on leur faisait partir les conteneurs directement chez eux. Donc là, on avait un peu plus de conteneurs hmm. qui partaient. Mais maintenant qu'on a repris tout en direct sans distributeur, on n'est plus qu'à 2 conteneurs par an. Ok. Comment tu gères justement la saisonnalité? Et c'est quoi les éléments que tu changes sur tes chaussures pour les rendre plus estivales ou plus... Alors, la première des choses, c'est évidemment la matière. Hmm, oui, Aujourd'hui, nous, la majorité de nos chaussures sont quand même en cuir. Et en France, on porte du cuir été comme hiver. Donc ça casse un peu le côté saisonnier. hmm, Après, par contre, quand on va faire de la toile de coton ou du mèche, donc c'est cette matière un peu alvéolée là, hmm. ça, on va évidemment plus le lancer sur le printemps-été que l'automne-hiver. Donc il y a ce côté matière et après il y a le côté couleur où alors, c'est la mode qui veut ça, en soi, c'est pas une obligation. Hmm. Le printemps-été, on a plutôt des couleurs assez fraîches,
vivantes, et puis l'automne-hiver, des couleurs un peu plus foncées, quoi. Et en même temps, c'est vrai qu'une chaussure blanc pétante, quand on voit la pluie qu'on a eue l'année dernière, Ouais. vraiment ça s'entend. Donc voilà, on joue à la fois sur les matières, à la fois sur les couleurs, mais tout en essayant quand même de ne pas surfer sur une grosse tendance qui va durer que 6 mois, sur une couleur qui va durer que 6 mois. Enfin voilà, on essaie de faire quand même des choses assez intemporelles. Je pense que c'est le propre des marques comme nous qui ne veulent pas être dans la fast fashion. Et en plus, notre clientèle est une clientèle qui est pas forcément, ça reste, et encore plus en France d'ailleurs, sur une clientèle assez classique dans ses choix, dans ses goûts. Les hommes, finalement, tu vois, tu peux leur. Un bon exemple, généralement, c'est la règle du 80-20. C'est-à-dire que en fait, tu fais 80% de ton chiffre d'affaires avec 20% de tes produits. Donc tu vends du bleu, du noir principalement. Et par contre, tu vas faire ta com et ton marketing avec des produits un peu plus flashy, visibles, tendance, qui font parler, mais où les gens, une fois où ils passent l'achat, ils disent Ils osent pas, ils osent pas ouais, acheter. mais En si fait. je ne vois pas porter ça, avec quoi je vais porter ça? Et donc, au final, ils te connaissent par ça, tu les attires par ça, mais au final, c'est pas ce qu'ils achètent in fine. Et le bon exemple, ça a été, on fait depuis des années un partenariat avec le HBC Nantes, donc le club de handball de Nantes, où leur couleur c'est jaune et violet. Donc on a lancé un modèle en cuir blanc, mais avec des touches de violet et de jaune. Et quand on a fait la com, on a lancé la com là-dessus, tout le monde a adoré, genre ça fait un buzz de fou. Et moi je demandais à mes potes, et tout le monde, ils me disaient tout, il est trop beau le nouveau modèle avec le H. J'ai dit, ben, tu l'achèterais? Il me dit, bah ouais, non, parce que je vois pas avec quoi je vais porter ça. Donc il est trop beau, il est trop bien, ça fait parler, mais c'est pas ce qu'ils achètent. Or, nous, on est une marque où ce côté marketing, c'est important, mais on peut pas se permettre d'avoir que des produits marketing, et on doit à un moment donné vendre, parce qu'encore une fois, on fait que 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, on privilégie quand même plutôt des modèles qu'on va vendre, plutôt que des modèles qui vont faire parler. Ok. Ok. Et justement, comment tu impliques tes clients dans le processus de création de nouveaux produits? Alors, on a eu plusieurs stratégies là-dessus. Au début, on faisait pas forcément grand-chose, même si, sans le savoir, on avait fait de la co-création, parce qu'on avait nos premières communautés avaient voté pour le nom de la marque Ngo et pour le logo également. Euh, Après, on avait un peu lâché cette histoire, et entre 2000, je dirais que c'est entre 2021 et 2023, on avait lancé de la co-création, donc on lançait des sondages, un peu à la manière que peut le faire Asphalt, hein, Ouais. pour les citer. Et donc, on avait tout un process, et on lançait des sondages à différentes étapes du process de création pour dire, bah voilà, participer à, d'ailleurs, d'abord, de quoi avez-vous besoin, quels sont les problèmes rencontrés, quelles solutions vous attendez, quelle couleur, quelle forme, enfin, voilà. Et ça nous aidait dans notre processus. Et au final, on s'est rendu compte aussi que déjà, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de budget, que ce n'était pas toujours très fiable, et qu'on restait du coup toujours autour de notre seule clientèle, et qu'on n'allait pas aussi demander les intérêts des prospects et des autres personnes qu'on voulait à qui s'adresser. Et ça, on l'a fait aussi parce qu'en interne, on manquait de compétences vraiment artistiques dans l'équipe. Et en 2024, on a recruté 2 personnes qui viennent de la mode et de Paris, et notamment une, Oa, qui est notre, donc elle s'appelle Oa, elle est responsable com et image maintenant chez Ngo depuis un peu plus d'1 an. Elle, c'est vraiment une artiste, et en fait, elle nous aide très clairement, et elle aide aussi le designer freelance à y voir plus clair. Là, on est dans un process de faire évoluer notre image de marque. Donc, on a réécrit la plateforme de marque. Et maintenant, du coup, on se capitalise plutôt sur nos forces en interne pour savoir où aller, quoi faire. Ça ne veut pas dire là, on va lancer d'ailleurs bientôt un sondage auprès de nos clients. Donc, on continue de le faire, mais plus quand on a un besoin spécifique, plutôt que systématiquement dans le process. Parce que c'est pareil, ça prenait aussi beaucoup de temps, et du coup, on se retrouvait à prendre du retard dans la prod et dans les livraisons. Donc là, on a rattrapé le retard, et on capitalise avec nos compétences en interne. Ok.
Ok. Je vais juste revenir par rapport au transport maritime. J'ai une question que je t'avais pas posée. Est-ce que t'es impacté par ce qui se passe au Yémen ou pas? Ouais, ouais, Ouais. complètement, ouais, Ça, complètement. En fait, bah, du coup, les bateaux ne peuvent plus passer par le canal. ouais. Du coup, ils font le tour de l'Afrique. Donc, ça nous a rajouté, je crois qu'en moyenne, c'est à minima 2 semaines de transport maritime. Donc, déjà, tu rajoutes du délai et tu rajoutes du coût Ouais. parce que bah, le trajet est plus long. Donc, du coup, tu payes tes conteneurs plus cher pour qu'ils Ouais. mettent plus de temps. Ouais. Donc oui, oui. De toute façon, le transport maritime, depuis qu'on a lancé la boîte en 2017, C'est pas stable, on a... quoi. C'est pas très. ouais, c'est pas stable. C'est totalement instable. Ça a toujours été compliqué. Il y a eu le Covid, il y a eu le post-Covid, c'était pire que tout. Là, il n'y avait même plus assez de conteneurs. Ouais. C'est monté jusqu'à 20 000 dollars un conteneur alors qu'on est payé 2000. Enfin, en plus, voilà, c'est un marché où il y a l'offre et la demande et c'est spéculatif. Enfin, c'était n'importe quoi. Hmm. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose, c'est très compliqué parce que c'est géopolitique, c'est des gros monopoles, des grosses sociétés maritimes, c'est pas simple avec les douanes. Maintenant, avec le temps, et ça d'ailleurs, et un peu tout le reste, hein, avec le temps, tu apprends C'est- à prendre du recul Ouais. et à moins de prendre la tête avec ça, de dire bah en fait c'est comme ça, je peux rien y faire. C'est un truc où une fois que c'est dans le conteneur, on t'annonce du retard, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. À part l'accepter, trouver une solution, mais je veux dire, tu es obligé de faire avec. Donc en fait, tu prends du recul avec ça, tu prends un peu moins la tête. Hmm. Moi, je sais que au tout début, ça m'avait gâché un Noël en famille au tout début de la marque parce que le conteneur partait à ce moment-là, il y avait des galères. Donc j'étais obligé de quitter là, parce que le Vietnam, il y a un décalage horaire. Et du coup, j'étais obligé de gérer ça Hmm. en week-end de Noël. Enfin, ça avait Ouais. été horrible je me rappelle horrible à gérer, j'en garde un mauvais souvenir. Et du coup, je m'étais un peu dit, bon, ok, maintenant, de toute façon, le transport maritime, c'est compliqué. Il y aura toujours quelque chose. De ma place, je ne peux rien y faire. Donc, acceptons-le. Et par contre, à nous de prendre encore plus de marge sur les délais Ouais. pour anticiper. Parce qu'avant, on se disait, ben, c'est un mois, Vietnam-France. Ouais. Et en fait, maintenant, on se dit plus ça. On se dit, c'est 2 mois. Ouais. Et du coup, il faut qu'on gagne un mois sur le process de fabrication. Et au niveau des coûts, est-ce que tu as des stratégies pour absorber ces variations ou pas? Est-ce que ça se Alors répercute non, sur le produit, sur le prix du produit à la alors, fin ou... non, non, non. En tout cas, là, typiquement, quand il y a eu la grosse hausse post-Covid, on ne l'a pas répercuté. Pourquoi? Parce qu'on était aussi optimiste de toujours se dire, bon, c'est qu'une fois et ça va revenir à la normale. Donc, en fait, on n'a pas de système. On ne peut pas jouer avec nos prix comme ça. Et ça, généralement, on l'apprend du jour au lendemain. C'est-à-dire que on a déjà fixé le prix de vente que après tu connais le prix de tes conteneurs. Généralement, tu boucles le conteneur une semaine ou deux avant. Ouais. Et en fait, s'il y a un phénomène géopolitique, d'un jour à l'autre, ça peut augmenter. Donc, c'est ça d'ailleurs, on achète en dollars. Hmm. Ça, comme l'euro-dollar, c'est des choses qu'on ne peut pas trop piloter, qu'on peut éventuellement prendre des marges, Hmm. encore une fois, sur un prix de vente, se dire, bon, on prend une petite marge parce que ça peut augmenter, mais on ne répercute pas en tant que tel ces impacts-là. Si par contre, on a des choses qui durent dans le temps, Ouais, là on est euh, obligé. Ouais. le conteneur ou des hausses de matière, de main-d'œuvre ou autre, là, oui, on réagit et on l'a fait à plusieurs reprises où ces derniers temps, une fois tous les 1 an et demi, 2 ans, on fait des hausses tarifaires parce qu'il y a ça, ça, ça et ça qui se rajoutent. Et généralement, on augmente à peu près de 5 euros la paire. Et donc là, d'ailleurs, on va en septembre 2025 passer une nouvelle hausse tarifaire parce qu'en fait, on a des hausses de partout. C'est-à-dire que c'est même pas que le transport, tout augmente. Hmm. Donc, on est obligé pour maintenir nos marges, quoi. Ok, ouais, il y a une inflation. Et au niveau des matériaux, il y a des matériaux que vous utilisez qui sont recyclés. Est-ce que c'est une partie, enfin, ça représente une part importante des chaussures ou c'est. Ouais, aujourd'hui, au début, en fait, en 2010, on a lancé ça, la chaussure recyclée, en 2019. Donc, au début, on communiquait sur la chaussure recyclée. Et Mhm. puis, c'était un peu le début d'ailleurs. Donc, toutes les marques cherchaient un peu à faire ça, avec plus ou moins de sincérité et de greenwashing. Ouais. Euh, Maintenant, on le traite plus comme ça. C'est-à-dire que pour moi, ça doit devenir la base. Hmm. Et donc maintenant, on ne parle plus en termes de collection recyclée, mais ce qu'on a fait sur une collection, aujourd'hui, on l'a dupliqué dans toutes les autres collections.
Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé une matière qui, certes, est recyclée, mais aussi est durable, parce qu'on a aussi fait des erreurs dans le passé où on cherchait à avoir que la matière recyclée, mais au final, si elle dure moins longtemps qu'une Ouais, matière conventionnelle, en fait, c'est pas éco-responsable. Donc ouais, maintenant, oui, oui. on ne mesure pas que les choses à la prod, mais sur toute la durée de Ouais, vie du produit. Donc une fois qu'on a trouvé le bon combo, la bonne matière qui à la fois est moins polluante à la fabrication et qui dure dans le temps et qui est jolie, qui répond à tous les critères et les standards qu'on s'est fixés, en fait cette matière, on la duplique sur toutes les collections parce que non seulement ça permet de faire plus de volume et donc ça satisfait nos fournisseurs. Nous, c'est plus simple à la production. Et puis, une fois qu'on a fait le travail sur une matière et qui est bonne, au moins, on s'évite de refaire de la recherche et développement sur d'autres matières. Donc, dès qu'on peut, hmm, on utilise les mêmes matières partout. Donc, du coup, une matière recyclée, typiquement, la semelle intérieure, où les lacets sont 100% recyclés, on le fait partout. ok. En moyenne, tu dirais que, enfin, si aujourd'hui j'achète des sneakers Go, que je les utilise au quotidien, tu dirais que je peux m'attendre à une durabilité à peu près combien de temps? Alors Je sais ça, que c'est un peu dur à ouais, répondre, ça dépend des personnes et tout, mais c'est souvent la question qu'on nous pose et d'ailleurs qu'on pose à toutes les marques de chaussures. Et tu regarderas, il n'y a aucune marque qui communique sur une durée de vie. hmm, Parce que si tu communiques sur une durée de vie, quelque part dans la tête du client, ça veut dire garantie. ouais, Sauf que nous, on ne garantit pas l'utilisation et l'entretien. oui, Et ça joue beaucoup. C'est-à-dire que quelqu'un, déjà, une chose qu'on ne connaît pas dans la chaussure, mais c'est qu'une chaussure, ça prend énormément l'humidité des pieds. Et donc, il faut faire respirer une chaussure. Et le premier conseil, c'est de ne pas porter la même chaussure 2 jours de suite. C'est-à-dire qu'il faudrait la porter un jour, la faire reposer, sécher un jour avant de la reporter. hmm, Alors, et surtout nous les mecs, on a quand même plutôt tendance à avoir une paire de chaussures qu'on ponce pendant toute une saison et on passe à une autre. ouais, Et en fait, en faisant ça, on accélère l'usure de la chaussure. En plus, on la porte par tous les temps, etc. Donc, en fait, c'est paradoxal, mais mieux vaut avoir 2 paires de chaussures qu'on alterne et qu'on entretient régulièrement. De cette façon-là, on va les amener beaucoup plus loin que de porter une paire tout le temps et par tout le et temps. l'autre après, en fait, finalement, le fait ouais, Ouais, d'intérieur. ouais, 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 exactement. ouais, Donc le conseil, il est plutôt celui-ci. d'accord. Et si je prends des exemples plutôt, ma copine qui a plusieurs paires alors évidemment de Ngo, mais pas que, elle a des chaussures qu'elle a depuis des modèles qu'on a lancés en 2020-2021. Ça fait 4-5 ans qu'elle les a. Hmm, Euh, à l'inverse, j'ai des potes, ils ont porté leurs chaussures. Au bout d'1 an, ils l'avaient flingué, ils ont porté que ça non-stop pendant 1 an. hmm, Donc, on peut malheureusement pas dire quoi que ce soit ou communiquer là-dessus. hmm, Par contre, ce qui est quand même compliqué pour nous, c'est que les clients, eux, en fait, un client qui a l'habitude de porter des chaussures, des baskets plutôt, et notamment les mecs, ils s'attendent pas à ce que leur paire elle va durer 3 ans. ouais. Mais on a certains clients qui n'ont pas forcément l'habitude des baskets, qui vont s'y mettre, et eux, du coup, vont comparer avec une chaussure de ville en cuir, ou choses qui, en effet, a quand même tendance à être plus durable. Et donc, vont revenir vers nous en mode, ça fait 1 an et demi que je la porte, il y a la semelle qui s'est abîmée, c'est pas normal, remboursez-moi. Hmm. Nous, déjà, ce a été utilisé, et au bout d'1 an et demi, est-ce que tu peux dire que c'est pas normal pour une paire de baskets? Encore une fois, tout dépend de l'utilisation. Donc, c'est toujours difficile. Ce sujet-là, en Ouais, SAV, il est pas simple. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on sait, nous, repérer un défaut de fabrication. Alors, ça représente 1%, même pas 1% de notre production. Donc, c'est extrêmement peu et c'est des choses qu'on suit de très près. Mais tu peux avoir des défauts de fabrication, des mauvaises séries. Mais ça, tu le vois très bien. Quand le client il revient vers toi, que la chaussure, elle est vraiment, tu regardes, tu vois les photos, elle est nickel, elle a vraiment pété à un endroit, hmm, tu sais que là, c'est un défaut de fabrication. hmm. Et surtout si ça arrive après quelques mois. Mais quand la chaussure, elle est défoncée de toutes parts et qu'il y a la semelle qui est un peu limée, oui, c'est que tu l'as porté beaucoup et que c'est une usure normale, quoi. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez envie peut-être d'aller sur d'autres types de chaussures ou est-ce que vous voulez continuer à vous concentrer sur les sneakers? Est-ce que, voilà, tu as parlé des chaussures de ville. Est-ce que
Non, 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 c'est pas un sujet. On veut rester sur la basket lifestyle, ouvrir de nouvelles formes. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle forme, c'est des investissements, hein, il faut ouvrir des moules sur la semelle, sur la forme, mais ça coûte cher, donc on le fait petit à petit. Donc on a plutôt envie de diversifier nos gammes, nos collections, mais tout en restant dans de la basket. Par contre, on s'est essayé au sac à dos, à la bagagerie, Hmm. il y a 5 ans de ça. Aujourd'hui, on a vendu tout notre stock et l'idée, c'est de repartir sur une nouvelle collection. Donc là, on a bien avancé sur ce sujet l'année dernière. Quelque part, il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton pour les lancer. Mais j'ai fait le choix de mettre en stand-by pour le moment parce que là, le marché du prêt-à-porter en ce moment, en France et pas que d'ailleurs, il est extrêmement compliqué. Hmm. Donc, je considère que ce n'est pas le moment de trop investir, mieux vaut faire le dos rond. Donc c'est prêt, on espère le lancer un jour, mais quand le marché sera plus propice. Donc on est plutôt à se diversifier vers une nouvelle gamme de chaussures, mais en restant dans la basket et aller vers de la bagagerie, Hmm. que aller vers des nouvelles formes de chaussures comme de la chaussure de ville. Ok, ok. On arrive sur la fin du podcast. Je vais te poser quelques questions un peu plus orientées e-commerce. Ouais, Donc, tu m'as dit que tu avais t'as deux e-commerce. Tu en as un Presta pour le marché français et un Shopify pour le marché allemand. ouais. Euh, comment tu attires les gens sur tes e-commerce? Quelle stratégie tu as mis en place? Est-ce que tu utilises du référencement naturel, de la pub ou une De, combinaison de des deux? tout. De tout. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie 360 omnicanal. Tu peux pas ne faire qu'une chose. Ouais. Euh, alors évidemment, au début, on n'avait pas les budgets pour faire tout, donc on Hmm. a dû choisir. Mon choix à l'époque, au début, ça a été le SEO. Je Ok. me suis dit, c'est ce qui dure dans le temps, c'est aussi ce qui coûte quand même un peu moins cher que Hmm. du SEA. Donc la première strat, ça a été de travailler le SEO, le référencement naturel. Hmm. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la majorité de notre acquisition et de notre conversion client. Donc, ça, comme quoi ça a marché et que ça dure dans le temps. Hmm. Et après, on est venu rajouter des briques petit à petit pour avoir, 8 ans après, une strat 360, c'est-à-dire qu'on a du SEO, Ouais. on a du SIA avec Meta et Google Ads, on a du referral, donc des backlinks euh, de X sites qui parlent de nous. Ouais. On a des RP, des médias, avec d'ailleurs une freelance qui travaille nos RP. On a de l'influence, Hmm. donc influenceurs, influenceuses sur Insta principalement. Hmm. On a aussi l'UGC de nos clients et les ambassadeurs qu'on peut trouver, donc plus ou moins célèbres, connus, et ça généralement c'est plutôt des partenariats gratuits. En Ouais. tout cas, ils ne payent pas des gens pour ça, sauf vraiment des influenceurs. Hmm. Voilà, et puis évidemment, il y a la notoriété directe qui se fait avec le temps et petit à petit, quoi. Hmm. Mais voilà, c'est vraiment omnicanal. Mais aujourd'hui, c'est le SEO qui arrive en numéro 1 et en numéro 2, c'est le SIA en termes d'acquisition client. Ok. Et tu as une idée un petit peu du recurring que tu as quand quelqu'un achète des baskets chez toi, tu sais à peu près combien, enfin, quel est le pourcentage de chances qu'il en rachète peut-être 2 ans après? Est-ce que tu as un peu des stats là-dessus? Alors, c'est des stats, je t'avoue qu'on suit difficilement, trop peu, et il faudrait qu'on le fasse davantage. Ce qui est dur dans la chaussure, c'est que justement, tu n'achètes pas une paire de chaussures tous les 6 mois, C'est ou alors, ça. Ouais, ouais, c'est j'imagine, pas c'est un peu normal. compliqué à traquer. Ouais. Ouais, et donc, du coup, nous, et c'est aussi pour ça que diversifier ses produits, ça peut être bien, parce que sinon, tu payes très cher à acquérir un client, Hmm. et finalement, tu le revois que 2 ans après. Hmm. Avec le fait aussi qu'on ait bien changé de marque. Ouais. Donc des fois, ouais, ça, on a du mal à le suivre Hmm. et on est plus dans l'acquisition Hmm. que du recurring, même si, par contre, on attache beaucoup d'importance à fidéliser nos clients. Et une chose qu'on fait, par contre, pour ça, Hmm. ça peut répondre à ta question, c'est qu'une fois que la paire est usagée, Hmm. euh, on- nous, on paye pour récupérer la chaussure usagée pour la recycler en Ouais, ouais, France. c'est une Et du clause coup, de quand on OK. récupère la chaussure, vu qu'on paye pour la récupérer, on donne un code de 10 euros à la personne dans Hmm. le programme Second Life pour fidéliser la personne et qu'il reste client et fidèle à la marque.
Et ça Donc, représente combien de personnes qui. Enfin, grosso modo, ça représente pas mal de gens qui passent par ce ouais, forum. ouais, quand même, parce que bah, tu vois, là, on vient de recycler. Je viens d'avoir l'info ce matin. On a envoyé donc à The 8 Impact avec qui on travaille 437 kilos de chaussures usagées, sachant qu'une paire, c'est environ 1 kilo. En gros, ça fait à peu près 437 paires de chaussures, plus ou moins. Ouais. Et on a mis pour récolter ça, je dirais qu'on a mis un peu plus de. Ouais, ça doit faire 1 an et demi, je pense, à peu près. Ok. Donc, ça ferait en gros 437 personnes en 18 mois Waouh. qui auraient. Alors après, ils ne vont pas forcément tous utiliser le code qu'on leur envoie, Ouais. mais en tout cas, nous, on fait la démarche. Et je vois aussi que tu vends des accessoires. Est-ce que t'as pas moyen de faire du recurring sur les accessoires ou ce genre de choses? Si, ouais, davantage. Alors, les accessoires qu'on vend, on le fait beaucoup pour le cross-selling. Ouais, Donc cross-selling. pour augmenter le panier Ouais. d'achat, atteindre les frais de livraison offerts, etc. Mm, Donc c'est plus comme ça qu'on l'utilise, mais le recurring, je le vois plus sur créer justement notre gamme de bagagerie. mm, Là, ce sera vraiment des vrais nouveaux produits en tant que tels. mm, Là, ce sera plus facile, je pense, mm. de garder un client de façon plus régulière. Alors, je trouve que ton upselling est très bien fait parce que ce qu'on voit souvent sur des sites e-commerce, c'est qu'on nous propose, je pense à un site en particulier qui vend des vêtements pour hommes et pour femmes et qui, quand on achète un vêtement pour homme, propose aussi des vêtements pour femmes. Donc, bon, bref. Ah oui. C'est pas trop la même thématique, on va dire qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Alors que Ouais. enfin, je trouve que c'est très bien fait. Ouais, bah, quand tu achètes une paire de chaussures, du coup, on te propose Ouais, l'imperméabilisant, on te propose ouais, le savon nettoyant ou les lacets supplémentaires, quoi. ouais, ouais, ouais. Ça reste dans la même thématique. Est-ce que tu as une idée de ton taux de conversion? Est-ce que c'est des choses que tu Oui, as. ouais, ouais, qu'on suit de très près. Alors en Allemagne, il est extrêmement bien, extrêmement haut. Il est autour de 4% de taux de conversion en Allemagne. Waouh! Donc c'est très bon. Alors avec un trafic qui est moindre aussi, hein, Ouais, que le site français. Le site français, il est plus ancien le site, donc on a plus de trafic. Et on était autour de 2%, donc il reste un bon taux. ouais, Et là, on a fait le choix à fin février de retirer ce qu'on appelle les archives chez nous. Donc, c'était des modèles qu'on cherchait à déstocker parce que ça ne correspondait plus à l'image de marque, etc. mm, mm, Sauf que, bah, en fait, ça baissait notre panier moyen et on ne voulait pas habituer nos clients à la promo, ce qu'on ne souhaite pas faire. Donc, on a retiré ça et depuis, on s'aperçoit que le taux là a un peu diminué, le taux de conversion, ouais, et on est plutôt autour de 1,3, tu vois, ouais. 1,3, 1,4%. Après, oui, après, faut pas regarder uniquement le taux de conversion. T'as le panier moyen, bien sûr, et t'as aussi, dans le cas de l'Allemagne, tu dis que tu as 4%, mais j'imagine que, bon, comme c'est l'Allemagne, il y a pas mal de retours, et donc, du coup, peut-être que Oui, sur le, oui, oui, tout à fait. si on met tout Exactement. bout à bout, c'est peut-être pas aussi bien Ouais, le qu'en France. 4%, c'est avant retour. Et Ouais, quand tu regardes après retour, en effet, du coup, après, ok. c'est pas la même. Ok, en tout cas, c'est des très beaux chiffres. Euh, on arrive sur la fin. Est-ce que, alors c'est un peu la question traditionnelle que je pose à mes invités. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une aventure entrepreneuriale comme, un peu comme la tienne? On va penser peut-être quelqu'un justement qui serait intéressé par, pas forcément faire des sneakers, mais un autre produit dans le domaine de la mode et avec un côté multiculturel. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est dans une configuration comme ça, pour commencer peut-être? Alors, il y a un conseil que je donne assez régulièrement, c'est être irrationnel. C'est-à-dire que Hmm, je dis ça parce que moi, je viens de l'expertise comptable, donc je suis plutôt un être très rationnel. Et au moment où j'ai créé la boîte, j'ai eu cette dose d'irrationalité qui a fait que oui, il y avait un business plan, des études de marché et tout ce qu'on nous apprend à l'école et ailleurs. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'une personne va rester pendant 10 ans dire ah, j'aimerais bien créer ma boîte ou j'ai 1000 idées et il ne le fait jamais. Et ouais, j'ai plein de potes autour de moi, c'est le cas. Euh, à la personne qui va le dire et le faire et passer à l'action, et ben, c'est cette dose d'irrationalité. Se dire en fait, c'est
accepter, prendre le risque de sortir peut-être de sa zone de confort, à un moment donné, oui, c'est beau de faire des prévisions dans tous les sens, mais à un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller. Et je pense qu'il faut, au moment où tu te lances, une certaine dose d'irrationalité, de dire, eh ben, j'y vais et je verrai. Et puis au pire, si ça ne marche pas, j'aurais appris tout un tas de choses. Alors évidemment, c'est plus facile à le faire quand nous, on l'a fait à 25 ans, qu'on n'avait pas d'enfants et pas d'emprunt, etc. Donc un sentiment de liberté peut-être un peu plus grand. Mais toujours est-il qu'il faut, pour moi, cette dose d'irrationalité pour y aller, se lancer, parce que il n'y a que en se lançant qu'on se rend compte vraiment de la réalité du terrain. Donc ça, c'est le conseil que je donne assez régulièrement. Et le deuxième conseil, et là, c'est ma casquette expertise comptable, c'est que il y a trop de personnes qui se lancent avec une méconnaissance en gestion d'entreprise. Et c'est fondamental, peu importe la taille de l'entreprise, c'est extrêmement important d'avoir des notions de... Et sans être un comptable, hein, ne serait-ce d'avoir de gestion de trésorerie, savoir gérer sa trésorerie, son plan de financement, surtout dans la mode où tu as des stocks importants, donc un besoin en fonds de roulement important. Donc ça, il faut savoir le piloter, le gérer. Sinon, en fait, tu vas lancer ta première prod, tu vas pas vendre ton stock et tu n'auras plus de trésor et ce sera déjà la fin. Ça arrive à plein de marques. Donc il faut avoir des notions en gestion. Et pour ça, il y a aujourd'hui en France, il y a plein de manières de se faire accompagner. Il y a Initiative France, il y a Réseau Entreprendre, il y a les CCI, il y a tout un tas d'incubateurs, il y a la boutique de gestion, le BGE, je crois que ça a changé de nom, mais BGE. Enfin voilà, il y a plein de manières de se former, de se faire accompagner quand c'est pas sa compétence première. Donc faites-vous accompagner en gestion pour au moins avoir des premières bases et pas être dans le mur 6 mois ou un an après, quoi. Vous aviez été aidé par Business France au Vietnam ou Alors, pas au Vietnam, mais en France. On s'est fait accompagner. Nous, d'abord, on a été voir Initiative Nantes. Ensuite, on a été voir Réseau Entreprendre. Et je suis très investi auprès du Réseau Entreprendre Atlantique. On a été voir la CCI, Team France Export, donc Business France. Enfin voilà, on s'est fait accompagner et on s'est toujours accompagné par plein de personnes, parce que si je vais donner un troisième et dernier conseil, c'est justement de ne pas rester seul. On parle de la solitude du dirigeant et il faut se faire accompagner, il faut sortir de chez soi, il faut réseauter, il faut se faire challenger. Et donc voilà, pour ça, il faut rejoindre des réseaux, il en existe plein, et on apprend beaucoup des autres. D'accord. Ce sont des super conseils. Merci à toi. Avec plaisir. C'est la fin de ce podcast. Merci Paul.